Financée par la Banque mondiale, cette journée porte ouverte a permis de présenter les réalisations du projet, d'évaluer les performances des formations sanitaires bénéficiaires et d'identifier les défis rencontrés au cours de sa mise en œuvre. Les participants ont ainsi examiné les forces et les faiblesses du projet afin de dégager des pistes d'amélioration pour renforcer davantage la qualité des soins dans les 12 provinces concernées. Les acquis du projet de renforcement de la performance du système de santé doivent être consolidés afin de garantir la pérennité des réformes engagées et d'assurer un meilleur accès des populations aux soins de santé de qualité. Cette journée porte ouverte est avant tout un acte de redevabilité envers la population. Elle nous invite à mesurer le chemin parcouru, mais aussi à tracer les perspectives. Les résultats obtenus grâce à ce projet sont encourageants, je l'ai déjà répété, et il nous appartient désormais de les consolider, de les étendre, de les utiliser pour construire un système de santé encore plus fort à la hauteur de nos ambitions. De son côté, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement tchadien dans ses efforts de modernisation du système de santé. Je ne saurais clore mes propos sans formuler le vœu que cette journée soit une occasion de partage d'informations et de connaissances, mais aussi sur les meilleures leçons à tirer de cette expérience. Je voudrais aussi remercier l'unité de gestion du projet, ainsi que le leadership du ministre de la Santé pour la mise en œuvre avec beaucoup de résultats concrets, comme je l'ai dit auparavant, de ce projet important. La Banque mondiale, à travers ma voix, renouvelle sa disponibilité à accompagner le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et de la prévention pour faire face aux différents défis de santé auxquels il fait face. Le PRPSS affiche des résultats jugés encourageants. Grâce à sa mise en œuvre, le taux de couverture a atteint 52% avec 109 districts sanitaires et 1446 formations sanitaires concernées, dont 72 hôpitaux et 1374 centres de santé. La première audience a été accordée à la délégation de l'Organisation internationale pour les migrations. Les échanges ont porté sur les perspectives de collaboration future entre les deux institutions, notamment autour des liens entre changement climatique et les mouvements de population. Les deux parties ont évoqué la nécessité de développer des actions concertées afin de mieux comprendre et gérer les impacts du climat sur les déplacements humains. Le Tchad est un pays qui souffre énormément du changement climatique et nous à l'OIM on est intéressés à continuer le travail et à améliorer le travail qu'on fait dans ce domaine et augmenter la collaboration qu'on a avec ce ministère. La seconde audience a réuni le membre du gouvernement et l'équipe de la FAO. Au centre des discussions, la mise en œuvre d'un programme financé par le Fonds vert pour le climat. Ce projet vise à soutenir les initiatives de l'Agence de la Grande Muraille Verte dans ses efforts de restauration des écosystèmes, de lutte contre la désertification et de renforcement de la résilience des communautés face aux effets du changement climatique. Vous savez que la Grande Muraille Verte est en cours, c'est un vieux projet qui dure depuis plusieurs années. Et ce projet financé par le Fonds vert climat vient en appui de ces activités-là. Et comme la FAO est une entité accréditée au niveau du Fonds vert climat, je suis venu expliquer à M. le ministre et à ses collaborateurs l'essence même du Fonds vert climat, comment le financement est fait. Nous avons constaté que le programme pour son lancement connaît un petit retard et nous nous sommes mis d'accord sur les activités à mener très très rapidement. À travers ces deux rencontres, le ministère de l'Environnement réaffirme sa volonté de consolider les partenariats stratégiques en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable au Tchad. Détermination, confiance, sérénité. C'est l'état d'esprit qui règne dans cette salle spéciale du lycée Félix Éboué. Ici, composent des candidats déficients auditifs venus des 4 coins du pays. Ce matin, place à la philosophie, une preuve clé pour les candidats. Ali Mustafa Sougui est venu de Moundou à plus de 500 km d'Injamena. Son message, en langue des signes traduit par les surveillants. Il a voyagé dans des difficultés, mais arrivé sur place,
Il a vu devant lui les autres sourds qui sont rassemblés dans une même salle. Ça fait déjà une fierté pour lui. Et la communication avec les surveillants, ça passe. Il y a la peur au début, mais après, tout marche bien. Les difficultés sont là, mais on surmonte les difficultés et on avance pour que tout puisse continuer. Et lui, il est sûr que Dieu va lui donner son bac qui va être admis. Pour leurs encadreurs, tout se passe bien hormis des difficultés liées au programme de cours pour ces derniers. On nous a donné une salle spéciale pour les sourds. Ils composent les mêmes épreuves. Ils composent les mêmes matières. C'est le même programme qu'on travaille. C'est maintenant qu'on se plaint auprès du gouvernement. Dans l'avenir, est-ce qu'il peut trouver une solution pour nous? Parce qu'ils ne sont pas comme des entendants. Ce sont des démunis. Donc il faut avoir un programme restreint pour eux. Parce que si c'est un programme national, c'est beaucoup détaillé. Et pour leur préparer, c'est un problème. Mais si c'est un programme spécifique, programme résumé, un programme pour eux, là on n'aura pas tellement de problèmes. Au total, ils sont 53 candidats, toutes séries confondues, dont 21 filles à composer sur les mêmes épreuves que d'autres candidats. En attendant les résultats, le mot d'ordre est le même pour tous. Redoubler d'efforts. Les travaux de cette session ouverte le 20 mai dernier ont été marqués par 2 décisions importantes. La prorogation de l'état d'urgence dans la province du Lek et la révision du règlement intérieur du Congrès. Dans son discours de clôture, le président du Congrès, Ali Kolotou Tchaimi, a d'abord tenu à condamner avec la plus grande fermeté les violences meurtrières survenues le week-end dernier dans la sous-préfecture de Kim, province du Mayo-Kébi-Est, à la suite d'affrontements intercommunautaires. 1 minute de silence a été observée à la mémoire des victimes. Aujourd'hui, au moment où nous nous apprêtons à clore cette session, il me plaît de constater avec satisfaction que les objectifs que nous nous sommes fixés ont été pleinement atteints grâce à l'engagement, à l'esprit de dialogue et au sens élevé de responsabilité dont fait montre l'ensemble des membres du Congrès. Cette session qui s'achève revêt en effet un caractère particulier. Elle est intervenue dans un contexte marqué à la fois par les défis sécuritaires auxquels notre pays demeure confronté et par l'impérieuse nécessité de poursuivre la consolidation de nos institutions sur des bases toujours solides, plus cohérentes et plus conformes à l'ordre constitutionnel. Cette session qui s'achève revêt un caractère particulier, a conclu le président du Congrès. Elle est intervenue dans un contexte marqué à la fois par les défis sécuritaires auxquels notre pays demeure confronté et par l'impérieuse nécessité de poursuivre la consolidation de nos institutions sur des bases toujours plus solides. Des délégations venues de 37 pays participent à ce forum axé sur l'amélioration des médicaments de qualité et sur le rôle du secteur pharmaceutique comme levier essentiel pour la santé des populations en Afrique et particulièrement au Tchad. Cette 25e édition est placée sous le thème « Renforcer l'accès aux soins, défis et opportunités liés à la production locale et à la pharmacie hospitalière ». Ce forum de 3 jours réunit experts et professionnels de la pharmacie, responsables industriels, afin d'échanger autour des défis liés aux médicaments de qualité et des opportunités pour redynamiser le secteur du médicament. L'utilité d'avoir l'industrie pharmaceutique ici, il y a 2 choses. Réduire la dépendance de l'exportation du Tchad vis-à-vis de l'étranger, mais casser également les flux massifs de médicaments contrefaits et de mauvaise qualité, et limiter aussi les marchands ambulants, pour appeler communément dans notre jargon le docteur Choukou. Donc la seule solution pour faciliter l'accès, la disponibilité, l'équité et la qualité de l'offre de soins, c'est d'avoir ici une usine de production pharmaceutique. Ouvrant officiellement les travaux, le chef du gouvernement appelle les participants à faire preuve d'excellence afin de garantir la souveraineté des productions de médicaments en Afrique. Nous devons bâtir une Afrique capable de produire davantage de médicaments, des vaccins, des dispositifs médicaux et des produits de santé essentiels afin de répondre efficacement
aux besoins de nos populations. Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, professeur Mohamed Yacoub Janabi, a salué les efforts des autorités tchadiennes dans l'amélioration du système de santé. Le Tchad accueille pour la deuxième fois ce forum, 14 ans après le premier en 2012. À quelques jours de l'échéance annoncée, l'inquiétude est palpable dans cette partie de Gaoui. Derrière ces habitations, ces jardins et ces lieux de culte se joue un conflit foncier dont l'issue pourrait bouleverser la vie de nombreuses familles. Selon les habitants, tout a commencé le 1er juin lorsqu'un général de l'armée accompagné des huissiers de justice s'est présenté sur les lieux pour leur annoncer qu'ils devaient quitter le terrain avant le 15 juin. Passé ce délai, ils craignent la démolition de leur maison. Sur cette vaste superficie de 500 hectares, des dizaines de familles ont construit leurs habitations au fil des années. Des jardins y sont exploités quotidiennement et plusieurs infrastructures communautaires, notamment des mosquées, y ont également vu le jour. Il est venu avec 17 véhicules remplis de militaires. Il a déclaré que le 15 du mois en cours, il viendra déguerpir tout cet espace. Nous avons déposé une plainte contre lui et nous sollicitons l'aide de l'État dans cette affaire. Hier, les autorités judiciaires nous ont appelés et nous ont demandé de les contacter s'ils reviennent ici. Ils revendiquent 500 hectares appartenant aux 3 villages. Nous, les habitants de ces 3 villages, sommes unis et ne céderons pas à nos terres. Il nous a dit les 15. Chacun devait libérer sa maison parce qu'il viendra tout détruire. Mais nous ne bougerons pas. Mis en cause par certains habitants, le sultan de Gaoui précise pour sa part qu'il n'a joué aucun rôle dans cette procédure, affirmant avoir uniquement accompagné l'huissier de justice lors de la délimitation du terrain concerné. Le procureur lui a remis un acte en présence d'un huissier. Ils sont venus me voir pour procéder à la délimitation du terrain. En tant que chef traditionnel, il est normal que je les accompagne. Par la suite, il est revenu notifier aux occupants de libérer les lieux. Il leur a clairement indiqué qu'il avait gagné le procès et leur a donné 15 jours pour quitter les lieux. Il leur a précisé que toute personne contestant cette décision pouvait saisir la justice. Moi, je n'ai pas de terre à distribuer ici. Mon rôle consiste uniquement à établir des attestations de vente pour ceux qui achètent légalement. En attendant une éventuelle clarification de la situation, les habitants de Gaoui, Kasser et Almour vivent dans l'incertitude. À l'approche du 15 juin, la tension reste vive autour de ce dossier foncier aux lourdes conséquences sociales. Pendant 2 jours, les participants vont approfondir leurs connaissances sur les procédures d'entraide judiciaire en matière pénale, un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité transnationale. Cet atelier vise également à renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de l'état de droit et la protection des droits humains, tout en favorisant une meilleure compréhension des enjeux liés à l'entraide judiciaire. Au-delà des frontières nationales, bien entendu, voir tout loin des victimes pour échapper à la réponse et à la rigueur de la loi. Les violences basées sur le genre ont diverses facettes complexes sur le plan national et international. Il paraît donc indispensable que les acteurs de prévention et de lutte se penchent sur cette préoccupation dans l'optique d'adapter les moyens de lutte qu'il convient de mettre en œuvre de manière synergique entre les différents acteurs à l'intérieur et à l'extérieur des États. Les travaux se poursuivront avec plusieurs sessions et thématiques destinées à consolider les compétences des participants et à promouvoir une justice plus efficace, plus accessible et mieux adaptée aux défis contemporains. Venu du Cameroun, Aminatou Marou nourrit une ambition claire, obtenir son baccalauréat au Tchad. Dès son arrivée au centre d'examen du lycée Félix Eboué, elle consulte les listes d'affichage pour vérifier son nom, son matricule et sa salle de composition. Comme de nombreux autres candidats étrangers, elle espère que ce diplôme lui ouvrira les portes de l'enseignement supérieur. Les épreuves étaient vraiment bien, donc c'est les cours qu'on nous a donnés. Là-bas, on est venu ici, on a trouvé ça, donc c'était passable, alhamdulillah. À l'issue des premières épreuves, notamment celle de dissertation, la candidate affiche sa confiance. Un sentiment partagé par Aminatou Aboubakar, également venue du Cameroun. Pour elle, le baccalauréat tchadien représente un atout important pour poursuivre des études supérieures, y compris à l'international.
Je suis ici pour composer le bac et je veux à tout prix ce bac parce que le bac Tchad, c'est un bac international et j'ai vraiment besoin de ce bac. Tous les candidats, qu'ils soient tchadiens ou étrangers, sont soumis aux mêmes règles édictées par l'Office national des examens et concours du supérieur afin de garantir l'équité et la crédibilité de l'examen. Les candidats qui composent ce matin ne reviendront que le jeudi. Ceux qui composent la série A pour la série A4, que le jeudi, ils viennent assez tôt pour être en salle et ne pas subir cette mésaventure d'être refoulés pour cause de retard. Nous attirons également l'attention des candidats sur les téléphones portables ainsi que tout autre matériel de communication de quelque nature que ce soit. Cette année, plusieurs centaines de candidats étrangers sont inscrits au baccalauréat tchadien. Pendant une semaine, ils composeront aux côtés des candidats tchadiens dans les mêmes conditions et sur les mêmes épreuves avec le même objectif: décrocher le précieux sésame ouvrant la voie aux études supérieures. Au cours des échanges, les élus du peuple ont exprimé leurs préoccupations quant à l'état du sport tchadien, en particulier du football. Les députés ont notamment interrogé le ministre sur les projets envisagés pour développer les infrastructures sportives à travers le pays et renforcer les performances des différentes disciplines. Ils ont également souhaité connaître les mesures prévues pour soutenir les clubs de football, notamment en matière de recrutement de joueurs qualifiés, de formation des jeunes talents et de mise en place de programmes efficaces de détection. La question de l'amélioration de la qualité de la formation des entraîneurs et des arbitres a aussi été largement abordée. Pour notre population qui est estimée à autour de 18 millions de personnes, sachez qu'on a à peine 5 coachs qui détiennent la licence A. C'est très, très, très faible comme taux. Et donc, au niveau du ministère et au niveau des différentes fédérations, ça c'est juste l'exemple de la fédération de football, il est important pour nous de mettre l'accent sur la formation. Et comme je l'ai cité, nous avons un outil qui est l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, qui sera en tout cas aussi réformé pour pouvoir former le plus d'entraîneurs et de coachs sur toute l'étendue du territoire. Les députés ont également demandé l'ouverture d'une enquête à la suite des déclarations du président de la Fédération tchadienne de football publiées sur une page Facebook dans laquelle il évoque des tentatives de sabotage du match opposant le Tchad au Burundi. La nouvelle infrastructure énergétique dont la construction est financée et accompagnée par l'Algérie vise à renforcer la production d'électricité et à répondre aux besoins croissants en énergie au Tchad. D'une puissance installée de 40 MW, cette centrale thermique contribuera significativement à améliorer l'accès à l'électricité et au développement socio-économique local. Dans cette optique, l'Algérie considère ces projets comme une contribution concrète aux efforts déployés par la République du Tchad pour renforcer sa sécurité énergétique et accroître ses capacités de production afin de répondre aux aspirations de son peuple frère en matière de développement, de prospérité et de bien-être. Ces projets constituent également un atout majeur pour l'Algérie car une coopération africaine efficace est capable de favoriser le développement commun grâce à des projets qui profitent directement aux citoyens et contribuent à la construction d'économies nationales fortes et durables. Le Premier ministre Alamay Halina a salué l'engagement concret et fraternel de la République algérienne et souligné l'importance stratégique de ce projet pour la souveraineté énergétique de son pays. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est l'une des premières illustrations concrètes de cette volonté partagée. Car la centrale électrique dont nous posons aujourd'hui la première pierre est bien plus qu'une infrastructure énergétique. Elle est la démonstration que les engagements pris au plus haut niveau peuvent se traduire rapidement en réalisation palpable.
La centrale thermique devrait générer des emplois directs et indirects pendant la phase de construction et d'exploitation, tout en favorisant le transfert de compétences et de technologies. Les travaux devront prendre fin le 31 décembre 2026.